On va peut-être démarrer. Il est 11h05 pour moi, 9h05 pour vous. Donc, je vous suggère qu'on démarre notre réunion, qui est la 4e réunion sur une série de 5 consacrée à un certain nombre de thématiques qui sont tout à fait fondamentales dans la politique financière, dans la stratégie financière d'une entreprise. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et ce que je vais vous proposer, c'est de partager quelques instants sur l'optimisation de la structure financière de l'entreprise. Alors, c'est un sujet qui est à la fois très vaste et très compliqué parce qu'on a pour l'instant regardé comment on mesurait la performance. Quand on a vu que la performance était la source de valeur, on s'est dit il faut améliorer la performance pour augmenter la création de valeur. Et puis, dans le cas du financement de la croissance, on s'est posé la question de savoir, finalement, est-ce que c'était bien de financer la croissance en améliorant l'efficacité des opérations, ça c'est tout à fait clair, mais aussi, est-ce qu'il fallait mobiliser la dette, est-ce qu'il fallait mobiliser les capitaux propres, sachant qu'on a 2 moyens d'aller mobiliser les capitaux propres, faire du profit, la rentabilité, et puis émettre des actions. On a évoqué les problèmes de dilution, mais aussi avec la dette, on a évoqué le problème du risque. Et donc, en fait, on va essayer de mettre tout ça dans un package global et d'avoir une sorte de vision un peu unifiée de quelle est la quantité de dette et la quantité de capitaux propres qui, in fine, optimise la valeur de la firme, maximise la valeur de la firme de manière durable dans le long terme. Alors, ça va être un tout petit peu plus, entre guillemets, théorique que les cas précédents, parce que dans les cas précédents, il y avait beaucoup d'exemples. Donc là aussi, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Mais on va être obligé de prendre diverses perspectives théoriques, parce qu'en fait, il n'existe pas de théorie unifiée sur l'optimisation du ratio d'endettement. On n'a pas une équation qui dit, voilà, on dérive l'équation, et puis si on arrive à un creux, eh ben, c'est grâce à ça que c'est avec cette structure financière-là qu'on est sûr qu'on va maximiser la valeur de la firme dans le long terme. En fait, il y a différentes perspectives. Chacune de ces perspectives apporte son lot de réflexion sur comment est-ce qu'on va définir finalement quelle est la structure d'endettement qui maximise la valeur de la firme. Alors l'agenda, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de problème. En fait, il y en a un, bien sûr. Mais je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il est intéressant d'observer comment un certain nombre de chercheurs, à l'origine, il y a déjà un certain nombre d'années, ont envisagé la question de la dette par rapport aux capitaux propres. Ils ont une perspective tout à fait originale. Donc, je vais vous prendre un petit exemple. On va développer cet exemple et on va voir finalement que, ah ben oui, sous certaines conditions, il n'y a pas de problème. Le problème n'existe pas. Bien évidemment, le problème existe quand même. Et puis après, je vais vous faire un plaidoyer en faveur de la dette, en disant toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut mettre de la dette. Après, je vais vous donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut mettre des capitaux propres. Et puis, il va y avoir non pas une conclusion, mais des conclusions. C'est-à-dire que finalement, on va s'apercevoir que c'est un peu compliqué et qu'il faut trouver une espèce d'équilibre cohérent entre la dette et les capitaux propres. Mais on va pas être dans la, on va être dans la, enfin, j'allais dire, on va pas être dans la science. Si, on va être dans quelque chose qui est assez robuste d'un point de vue scientifique, mais on ne va pas être dans la réponse unique, stricte et rigoureuse telle que pourrait donner la résolution d'une équation mathématique, par exemple. Alors, on va commencer par un exemple. Imaginez une société qui opère dans un secteur d'activité, peu importe, c'est un exemple tout à fait stylisé. Elle dégage un résultat d'exploitation qui est égal à 40. Voilà. On oublie les capitaux engagés. Voilà. Elle dégage un résultat d'exploitation, alors avec un risque d'exploitation, on connaît bien ça, la sensibilité aux conditions macroéconomiques, ça c'est le bêta ou la variabilité totale, ça c'est, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est la capacité d'endettement. Et on va dire cette entreprise, elle est financée avec un niveau d'endettement qui est égal à 100. Alors, quand vous avez de la dette, il faut payer des frais financiers, c'est contractuel et ça marche très bien. Et donc, le taux d'intérêt est égal à 10%, peu importe le réalisme de la chose, c'est plutôt pour la facilité des calculs. On va se mettre dans une situation de marché parfait. Alors, le marché parfait, une caractéristique tout à fait intéressante, c'est qu'il n'existe pas, mais il permet de faire un certain nombre de raisonnements qui montrent comment une imperfection de marché transforme la règle du jeu et donc transforme la valeur. Dans un marché parfait, il n'y a pas d'impôt. Donc, ça prouve le caractère assez irréaliste de ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'impôt sur les entreprises ne payent pas d'impôt quand elles font des bénéfices, et les personnes ne payent pas d'impôt quand elles reçoivent un revenu. On va dire aussi que l'information est disponible, gratuite, parfaite, complètement dispersée, bon, ça ne pose pas de problème. Et on va dire aussi, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important dans cet exemple, que tout le monde a accès à la dette. C'est-à-dire que l'entreprise peut s'endetter à 10% à hauteur de 100, mais l'investisseur va pouvoir s'endetter à hauteur de 100 et à payer le même taux d'intérêt. Alors là, vous allez me dire, ce n'est pas tout à fait
il y a une question. Anouel avait une question. Est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le chat et puis je répondrai à votre question, ou je réagirai à votre question en tout cas. Donc, voilà un marché et on va voir finalement qu'est-ce que ça a comme impact. Alors, si on a un résultat d'exploitation qui est égal à 40, eh bien, le résultat avant impôt est égal à 40 moins les frais financiers. Les frais financiers, c'est 10% de 100, c'est facile à calculer, c'est égal à 10. Et donc, 40 moins 10, c'est égal à 30. On n'a pas d'impôt, donc le résultat net, la bottom line, comme on dit, est égal au résultat avant impôt. C'est le résultat moins l'impôt qui n'existe pas. Et puis, on va dire, voilà, les actionnaires, les investisseurs, par rapport à ce niveau de risque d'exploitation et de risque financier, il s'exige une rentabilité qui est égale à 15%. Ce n'est pas à calculer, c'est donné, et puis on va voir ce que ça donne derrière. Alors, pourquoi il y a un risque d'exploitation? Parce qu'il y a une variabilité du résultat d'exploitation. Et pourquoi il y a un risque financier? Parce qu'il y a une dette qui porte intérêt. Cet intérêt est égal à 10% et le niveau d'endettement est égal à 100. Donc, vous voyez, vous avez la combinaison entre le risque d'exploitation, la variabilité de l'EBIT, la sensibilité du résultat d'exploitation et le risque financier, la quantité de dette que vous mettez dans votre bilan. Alors, on va regarder ce que ça donne. Finalement, la valeur des capitaux propres, c'est combien? Si je reçois 30, moi, en tant qu'investisseur, et que j'attends 15 de rentabilité, eh bien, 15 divisé par la rentabilité attendue est égal à 200. Ça veut donc dire la chose suivante, c'est que vous êtes prêt à payer 200 pour cette entreprise. Les capitaux propres rapportent, alors on va dire que le 30, il est constant dans le long terme, etc., mais il est stable. Mais vous voyez, vous êtes prêt à payer 200. Alors, quelle est la valeur de l'entreprise? La valeur de l'entreprise, c'est les capitaux engagés, la valeur des opérations. Donc, c'est la valeur des capitaux propres plus la valeur de la dette. La valeur de la dette, c'est égal à 100. La valeur des capitaux propres, c'est égal à 200. Donc, 100 plus 200 est égal à 300. Donc, vous avez une enterprise value, comme on dit, qui est égale à 300 et qui est la valeur financière de cet actif opérationnel. Alors maintenant, on va prendre une autre société qui va s'appeler B, mais qui est exactement dans le même business. Simplement, la seule chose que je vais changer, ce n'est pas le risque d'exploitation, c'est le risque financier. Je vais dire pas de dette. Et on va voir si finalement changer le niveau d'endettement de la firme, c'est-à-dire de passer de 100 à 0, est-ce que ça change la valeur? Et bien, on va prendre comme hypothèse que oui, ça change la valeur, et comme la dette, c'est bien, et bien, pas de dette, c'est pas bien. Donc, je vais imaginer que le prix de vente de l'entreprise, la valeur des capitaux engagés et la valeur de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de dette au milieu, c'est égal à 250. Donc, mon enterprise value pour la société endettée, c'était 300, et puis mon enterprise value pour la société non endettée, c'était 250. Donc, en fait, je fais une hypothèse sur le différentiel de valeur, et je vais voir si cette hypothèse résiste à l'analyse économique et financière. La réponse est non, pas du tout, vous allez voir. Alors, on est investisseur. Si je suis investisseur, je peux acheter les actions d'une entreprise endettée, ou je peux acheter les actions d'une entreprise non endettée et ça c'est fondamental dans l'analyse, répliquer la structure financière au niveau de mon propre bilan. C'est-à-dire que moi, investisseur, puisque je constate qu'il n'y a pas de dette et que finalement l'entreprise peut s'endetter à hauteur de 100 et payer 10%, et bien moi, investisseur, je vais m'endetter à hauteur de 100 et je vais payer 10%. Vous voyez pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, l'hypothèse d'accès à la dette avec les mêmes niveaux d'intérêt était quand même une hypothèse assez forte. Donc, soit la structure d'endettement est au niveau de l'entreprise, soit la structure d'endettement est au niveau de l'investisseur. Alors, je vais mobiliser combien? Je vais mobiliser 150 parce que si l'enterprise value est égale à 250 et que j'ai finalement acheté une entreprise pour 250, comme le banquier a fourni 100, moi, il faut que je fournisse 150. La totale, ça fait 250 et je vais pouvoir acheter les actions. Alors, j'achète les actions de la société qui s'appelle B maintenant, excusez-moi pour le typo, et je paye 250. Alors, je reçois combien? Je vais avoir un résultat d'exploitation qui va être un résultat avant impôt, qui va être un résultat après impôt, et qui va revenir sous forme de dividende dans ma poche, ça va être égal à 40. Alors, à ce moment-là, moi, je vais faire quoi? Je vais payer 10, parce qu'effectivement, à titre personnel, j'ai mis 100 de dette à 10%, donc je vais payer 10 à mon banquier. Il va me rester combien? Il me reste 30. Il me reste 30, c'est-à-dire la même chose que si j'avais acheté les actions d'une entreprise qui était endettée. Simplement, moi, j'ai mis 150, je n'ai pas mis 200. Donc, finalement, mon rendement, ça va être quoi? Ça va être 30 sur 150, c'est-à-dire 20%. Et vous constatez la chose suivante, c'est qu'en répliquant la structure financière de l'entreprise au niveau de l'investisseur,
avec les hypothèses qu'il n'y a pas d'impôt ni pour l'un côté ni de l'autre, etc., et que l'investisseur peut s'endetter au même niveau, et bien à ce moment-là, vous constatez qu'en répliquant la structure financière chez vous et en achetant moins cher l'entreprise, vous allez augmenter le retour sur investissement sans augmenter le risque. Vous savez qu'en finance, tout est un problème de risque et de rendement. Et donc, s'il y a un niveau de risque qui est différent, on va avoir un niveau de rendement, en tout cas on l'espère, qui va être différent. Mais là, c'est le même risque. Parce que vous avez toujours le même risque d'exploitation 40 sur le résultat d'exploitation, et vous avez toujours le même risque financier, puisque fondamentalement, vous avez transféré le risque financier de l'entreprise à vous-même, mais au global, le système qui consiste à prendre un investisseur et l'entreprise qui est sa propriété, le système a le même niveau de risque financier, puisqu'il y a une dette égale à 100, à 10% de taux d'intérêt, et la même sensibilité du résultat d'exploitation à ce qui peut se passer sur la planète. Donc, un meilleur rendement avec le même niveau de risque, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez à ce moment-là privilégié la société B. C'est-à-dire que vous allez vous dire, si c'est le même niveau de risque, mais qu'au lieu de gagner 15, je gagne 20, je préfère gagner 15 plutôt que gagner 20. Et je ne gagne pas plus en prenant plus de risques, je gagne plus avec le même niveau de risque. Donc, c'est clair que vous allez acheter les actions de la société B. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va faire le même raisonnement. Et donc, à ce moment-là, le prix de la société B va augmenter, ou le prix de la société A va diminuer. Mais vous voyez que par arbitrage, il va y avoir convergence des deux prix et l'enterprise value de A va converger vers l'enterprise value de B, de telle sorte que le rendement pour l'investisseur soit le même en achetant l'une ou en achetant l'autre. C'est quand même la condition de je sais qu'il y a A, je sais qu'il y a B, je connais bien, c'est transparent, j'ai l'information parfaite, disponible, gratuite, etc. etc. On est d'accord, mais vous voyez qu'il va y avoir convergence des enterprise value. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur est la même, quelle que soit la structure financière, parce que je suis capable de répliquer la structure financière. La structure d'endettement, à ce niveau-là, est donc neutre. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, bien après, je vais vous remettre le problème sur l'image. Mais vous voyez que le coût du capital aussi n'est pas modifié. On se pose toujours la question de savoir où le coût du capital, il dépend de la structure financière, etc. Non. Parce que si vous avez le même résultat d'exploitation, on va même dire un peu plus large, si vous dégagez le même free cash flow dans l'exploitation, et qu'en dégageant un free cash flow, vous arrivez à la même valeur, je vous rappelle que l'enterprise value, c'est la somme actualisée au coût moyen pondéré du capital d'un certain nombre de free cash flow. C'est ce qu'on appelle le free cash flow to the firm, c'est-à-dire le free cash flow opérationnel qui ne dépend absolument pas de la structure d'endettement, puisque c'est de l'EBITDA, des capex, de la variation du besoin de fonds de roulement et de l'impôt sur l'exploitation. Donc, si vous avez le même numérateur, c'est-à-dire une série de free cash flow, si vous avez le même résultat, c'est que vous avez le même dénominateur. Et donc, le coût moyen pondéré du capital n'est absolument pas changé à partir du moment où vous changez la structure financière. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Ça s'appelle Modigliani et Miller proposition 1 et ça date de 1958. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas tout à fait récent. Enfin, comme la dernière fois, je vous ai parlé de la formule du pont de Nemours qui datait de 1914, on a quand même fait un progrès de 44 ans, c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est tout à fait remarquable comme analyse, tout simplement parce qu'ils ont dit, voilà, il y a la valeur de l'entreprise, qu'elle soit endettée ou qu'elle ne soit pas endettée, c'est la même parce qu'il y a un raisonnement d'arbitrage. Il y a un arbitrage, c'est-à-dire que si une société profite d'une valeur plus élevée ou plus faible en étant endettée ou n'étant pas endettée, il va y avoir un équilibre qui va se faire et fondamentalement, la dette n'a aucun impact. Alors, la dette n'a aucun impact parce qu'il n'y a pas d'impôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Modigliani et Miller vont se dire, on va introduire de l'impôt parce que quand même, là, on a fait un raisonnement d'arbitrage dans un marché parfait où il n'y avait pas d'impôt. Dans la vraie vie, il y en a. Alors, on va prendre maintenant le même exemple. On n'impose pas l'investisseur, mais on va imposer l'entreprise au niveau de 30%, qui est un taux d'imposition de l'entreprise que vous connaissez bien. Alors, à ce moment-là, avec la société A, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours votre résultat d'exploitation qui est égal à 40, vous payez toujours des frais financiers qui sont égaux à 10, et donc vous arrivez à 30 de résultat imposable. Mais le résultat net n'est pas le résultat imposable parce qu'entre-temps, il faut payer 30%. 30% de 30, ça fait 9, donc 30 moins 9, il reste 21. L'investisseur fait remonter 21 en dividende. Bon, simplement, si vous prenez la société B maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez là aussi répliqué la structure d'endettement et vous avez mis 100 à votre niveau. Eh bien, vous avez un résultat d'exploitation qui est égal à 40. Le résultat imposable est égal à 40 moins 0 parce que bien évidemment, la dette n'est pas en bas, elle est en haut. Et vous allez payer de l'impôt sur 40 et non pas sur 30. Donc, vous allez payer plus d'impôts.
Ça, c'est le point important. C'est que les frais financiers sont déductibles du résultat imposable des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on déduit les frais financiers du résultat imposable? Parce que les frais financiers, c'est le loyer de l'argent. Eh bien, vous déduisez le loyer du siège social, vous déduisez le loyer d'un immeuble, vous déduisez le coût des matières premières, vous déduisez le prix du travail, etc. Vous réduisez le résultat imposable en prenant en compte l'ensemble de ces charges d'exploitation et de ces charges financières. Il s'agit de charges. Et donc, ce sont des charges qui sont fiscalement déductibles. Alors, il y a des pays, non, mais en général, si vous voulez, où il y a des pays où on cherche à limiter la déductibilité. Mais fondamentalement, le banquier, le créancier financier, c'est une partie prenante comme les fournisseurs, comme les employés, etc. Donc, la consommation, le loyer que l'on paye pour pouvoir avoir accès à la dette, c'est un loyer au même titre qu'un autre. Donc, c'est déductible. Là, en l'occurrence, le résultat net, eh bien, il est égal à 28. Donc, vous faites remonter 28 en dividende. Simplement, vous avez vos frais financiers. Et si vos frais financiers à vous ne sont pas déductibles, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer 10. Et donc, vous allez gagner 18, c'est-à-dire 28 moins les frais financiers. Donc, vous allez avoir un résultat qui est un peu inférieur. Si le résultat est inférieur de 3, vous voyez que la valeur va être inférieure. Ou plus précisément, la déductibilité des charges financières, c'est quelque chose qui va avoir une vraie valeur. Modigliani et Miller, proposition numéro 2, l'avantage de la dette, et ça c'est fondamental, c'est la déductibilité des frais financiers au niveau de l'entreprise. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire, ah bah oui, mais la dette, c'est moins risqué, donc c'est moins cher, etc. Et ce que dit Modigliani Miller, c'est ça le point. Il ne faut pas se focaliser sur l'actionnaire exige plus que le banquier parce qu'il prend plus de risques, etc. Ça, non. Le véritable avantage par rapport à un monde où il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas d'impôt, c'est qu'en introduisant l'impôt, vous avez la déductibilité au niveau de l'entreprise, vous n'avez pas la déductibilité au niveau de l'actionnaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le véritable avantage de la dette sur lequel il faut focaliser notre analyse, c'est la déductibilité des frais financiers au niveau de l'entreprise. Alors, la différence, c'est quoi? Au lieu de recevoir 21, vous ne recevez que 18. Celui qui a gagné 21, il a gagné 3 de plus. Pourquoi est-ce qu'il a gagné 3? Parce que les frais financiers sont arrivés en charge déductible. Les frais financiers, c'est 10% de 100. Et on a économisé 30% d'impôts. Donc, tous les ans, vous économisez 30% des frais financiers, donc 30% de la dette multipliée par le taux d'intérêt, 30% de 100 fois 10. Et donc, vous avez une espèce de rente. Quelle est la valeur d'une rente qu'on va estimer comme perpétuelle pour faire simple? On va dire que c'est la rente divisée par le taux d'intérêt auquel on va actualiser la rente perpétuelle. Et le taux d'intérêt, il correspond à quoi? Il correspond tout simplement au niveau de rentabilité qu'attend un investisseur par rapport au risque de la rente, par rapport au risque du numérateur. Alors, le risque du numérateur, c'est un risque de dette, c'est un risque de frais financiers, et donc le taux d'intérêt qui est mobilisable, c'est le même taux d'intérêt que le taux d'intérêt de la dette, puisqu'on est dans un risque de dette, donc rémunéré à un taux de dette. Donc, c'est 10%. La valeur de la rente, c'est la rente divisée par le taux d'intérêt, donc c'est 30% de 100 fois 10, divisé par 10, c'est-à-dire que le taux d'intérêt, il disparaît. Et donc, vous voyez arriver 30% de 100. La valeur de la rente, c'est le taux d'impôt multiplié par la dette. Donc, Modigliani et Miller, 61, il aura fallu 3 ans pour passer d'un slide à l'autre. Bon, je plaisante, mais c'est un travail tout à fait extraordinaire. Modigliani et Miller, proposition 2, c'est, non, la valeur d'une société endettée, c'est la valeur, comme si la société n'était pas endettée, plus une économie d'impôt qui vient de la déductibilité des charges financières. Et la valeur actuelle de cette rente perpétuelle, stable, etc., on est d'accord, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont relativement pour faciliter le calcul, si j'ose dire. Mais c'est quand même de dire que le surcroît de valeur qui est généré par une entreprise endettée par rapport à une entreprise endettée, non endettée, ce n'est pas du tout que la dette coûte moins cher que les capitaux propres, etc. C'est simplement une économie fiscale. Donc, il focalise l'attention sur cette économie fiscale. Alors maintenant, je vais commencer par cet exemple pour vous situer, pour vous positionner un peu la problématique. Maintenant, on va revenir sur l'ensemble des avantages de la dette. Je vais vous parler de dilution, de fiscalité, de risque de défaillance et donc d'optimisation du coût moyen pondéré du capital, ça on va y revenir. On va parler de croissance et notamment de croissance admissible, ça va nous ramener à la fois précédente. Alors je vais vous parler de 2 théories. Bon, il y en a une qui s'appelle la théorie de l'agence et puis il y a un autre modèle qui vient un peu contredire la théorie de l'agence, ça s'appelle le modèle de Merton. Là je suis désolé, il va y avoir un peu de théorie, mais je vais vous mettre des exemples d'applications, vous allez voir, ça marche assez bien. Et puis, il y a ce qu'on appelle la théorie du signal. Et en fait, vous allez avoir une espèce de cocktail de modèles et de théories. Chacune va apporter
de l'eau au moulin, si vous voulez, c'est-à-dire à la réflexion, il va falloir regarder par différentes perspectives quels sont les avantages de la dette. Alors, la dilution, c'est clair. Et ça, c'est absolument incontournable. La dette est un contrat. La dette n'est pas un droit de propriété. Il n'y a que les actionnaires qui ont des droits de propriété. Donc, si vous émettez de la dette, ça peut avoir des avantages et ça peut avoir des inconvénients, mais en tout état de cause, un actionnaire qui avait 5% des actions avant qu'il y ait une émission de dette, il a 5% des actions après qu'il y ait une émission de dette. Alors, il aura peut-être moins s'il y a une émission d'actions. Ça, c'est tout à fait clair. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dilution parce que c'est une relation contractuelle, ce n'est pas une relation de droit de propriété. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, vous voyez tout de suite que quelque part, quand vous allez avoir à définir quelle est la bonne structure d'endettement d'une firme, il faut vous poser la question de savoir quelle est la structure actionnariale, quelles sont les modalités de gouvernance que vous voulez adopter, et tout ceci entre absolument fondamentalement en ligne de compte. Je dirais même que c'est l'acte 1, c'est où est-ce que vous en êtes. Évidemment, quand une société est cotée, qu'elle n'est pas cotée, ça change radicalement les choses. Et vous vous rappelez, quand on avait parlé d'acquisition, je vous avais dit, Gillette a été racheté par Procter & Gamble. Bon, all stock transaction, et je vous dis, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour une raison très simple, c'est que l'actionnariat est déjà dilué, puis la dilution de l'actionnariat du côté de Procter, c'est la même que la dilution de l'actionnariat du côté de Gillette. Donc, si ça fait du sens, tout va bien. Maybelline, ce n'est pas tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que L'Oréal est contrôlé par une personne, par une holding familiale et une société industrielle. Ils cherchent à conserver le contrôle. Donc, fondamentalement, ce n'est pas tout à fait la même logique. Donc là, vous avez deux structures actionnariales différentes, deux volontés de gouvernance tout à fait différentes. On n'arrive pas au même résultat. Maintenant, on va revenir à l'impôt. Ça, c'est un historique des taux d'impôt aux États-Unis. Alors, vous savez qu'on en parle beaucoup du taux d'impôt aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est descendu à 25%, etc. Mais quand vous regardez un historique sur un siècle, il n'y avait pas beaucoup d'impôts à la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, vous allez avoir un New Deal. Il va falloir à ce moment-là financer un peu une modification d'un certain nombre de choses. Et le taux d'impôt aux États-Unis va monter durablement à 45, 50 et voire même un peu plus que 50%. Alors pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un effort de guerre. Donc il va bien falloir récupérer de l'impôt pour pouvoir financer l'effort de guerre, tout ce genre de choses. Et vous voyez que quand vous êtes au début des années 50, eh bien, le taux d'impôt est égal à 50%. Et quand nos amis Modigliani et Miller, prix Nobel respectifs en 85 et en 90, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas donné au même moment, mais ce n'est pas grave, se sont retrouvés à discuter de l'impôt, l'impôt, c'est vraiment important, puisque c'est la moitié du résultat imposable de l'entreprise qui retourne au niveau de l'État. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, vous avez une réduction significative du taux d'imposition. Alors, vous allez avoir à ce moment-là une baisse du taux d'impôt qui va se mettre durablement aux alentours de 35%, enfin relativement significatif. Et puis aujourd'hui, vous êtes à 20, 25%, et tout c'est relativement récent. Vous voyez d'ailleurs au passage que quand vous réduisez le taux d'imposition, ça réduit l'avantage de la dette né de la déductibilité des frais financiers. On va y revenir. Mais quand vous êtes au niveau dans les années 60, 70, et même au niveau du début des années 80, lorsque le market for corporate control, c'est-à-dire la dérégulation des marchés, va permettre de faire un certain nombre de choses du genre des OPA hostiles, qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez une OPA hostile ? Vous financez par des capitaux propres, c'est vous, et puis par de la dette. Oui, mais si le taux d'imposition est égal à 45 ou 50%, ça veut dire que l'État va payer la moitié de la dette par déductibilité. Alors à ce moment-là, on s'est dit, oui, mais et les frais financiers, ils étaient où à ce niveau-là ? Vous prenez les niveaux de taux d'intérêt. Le niveau de taux d'intérêt, c'est les long-term rates, c'est 3, 4%, etc., en moyenne historique dans le long terme. C'est pour ça qu'en ce moment, on est relativement bas. Et puis, vous avez une augmentation absolument extraordinaire de l'inflation et on va se retrouver avec des niveaux de taux d'intérêt de l'ordre de 14, 15% dans cette période de market for corporate control. Donc, la dérégulation va donner l'accès au marché de capitaux à un certain nombre de prédateurs et en même temps, vous avez des taux d'intérêt qui montent au ciel parce que quand vous faites un LBO avec une OPA hostile sur une cible, à ce moment-là, vous allez mettre de la dette et vous payez les frais financiers. Vous voyez tout de suite que si les frais financiers sont égaux à 15% pour l'État américain, ça va être à 20% pour les corporates, voire 25% pour de la dette mezzanine. Alors, si l'État vous paye la moitié de la facture, c'est quand même pas totalement désagréable. Et ça va aboutir à quelque chose d'important qui est la réflexion sur la fiscalité. Donc, la fiscalité, ça nous dit qu'une société endettée, elle a un avantage fiscal par rapport à son équivalente
stricto sensu non endetté, c'est les économies d'impôts. Vous avez l'émergence du Market for Corporate Control, et bien vous allez avoir M. Miller qui va obtenir son prix Nobel en 90, 5 ans après Franco Modigliani. Et donc, Miller, dans son adresse, faites un petit discours quand vous avez le prix Nobel d'économie, devant l'Académie royale, etc., après avoir encaissé votre chèque. Et donc, vous n'avez pas le droit de dire merci à vos sponsors, mais vous avez le droit, vous êtes prié d'aller expliquer pourquoi ce que vous avez fait, votre processus de recherche, etc. Et il va dire, mais regardez ce qui s'est passé pendant 10 ans. Ce qui s'est passé pendant 10 ans, c'est exactement ce qu'on vous a expliqué, mon petit camarade Modigliani et moi. C'est-à-dire que, grosso modo, avec des taux d'intérêt, des taux d'impôt qui sont tout à fait considérables, des taux d'impôt aussi, et une dérégulation des marchés, eh bien, la valeur a été créée par le fait que l'État payait la moitié de la dette. Donc, vous voyez que c'est tout à fait important. Donc, les LBO se sont financés avec de la dette, de la dette et de la dette. Alors là, les banquiers d'affaires ont fait preuve d'une ingéniosité tout à fait extraordinaire. Vous avez la dette senior, tranche A, B, C, tout ce que vous voulez, super senior, la dette mezzanine, avec des obligations remboursables en actions, convertibles en actions, de l'equity kicker, tout ce que vous voulez, etc. Et quand vous prenez ce qui a été pendant longtemps le plus gros LBO de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'acquisition de R.J.R. Nabisco par Colbert, Kravis, Roberts, c'était quand même une petite opération à 25 milliards. Messieurs Colbert, Kravis et Roberts ont mis 2 milliards à titre perso, et encore, ils en avaient emprunté 1 milliard. Bon, enfin, peu importe. Mais quand vous prenez la structuration du financement, qui est disponible partout d'ailleurs sur Internet, allez regarder, c'est assez extraordinaire. C'est un catalogue de structuration de dette. Et bien, sur les 25 milliards, il y en avait 2 en capitaux propres, donc 23 en dette. Alors, c'est plus compliqué que ça, on est d'accord, parce que la dette, elle s'est éteinte au fur et à mesure. Mais fondamentalement, si l'État vous en paye la moitié, ça veut dire que l'État vous a payé 11 milliards et demi. L'État vous a fait un cadeau d'11 milliards et demi par déduction. Ce n'est pas vrai parce que le calcul se fait sur une dette perpétuelle, on est d'accord. Mais en tout état de cause, à partir du moment où vous avez un niveau de taux d'intérêt tout à fait considérable, et bien à ce moment-là, vous mettez de la dette, boum, vous avez la déduction fiscale et vous avez la moitié des frais financiers. La moitié les frais financiers vous réduisent la dette de moitié du montant des frais financiers. Ça, c'est absolument extraordinaire. La fiscalité joue un rôle très significatif. Alors après, M. Modigliani et M. Miller m'ont dit « Ouais, mais enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. » Parce que vous voyez que si vous mettez VL égale VU plus DT, ben alors à ce moment-là, la recommandation, c'est qu'il faut augmenter la dette au maximum. Il faut oublier les capitaux propres, vous mettez que de la dette, parce qu'à ce moment-là, vous allez maximiser la croissance, l'accroissement de valeur par la déductibilité des frais financiers. Et ils ont dit, ouais, mais enfin, il y a quand même un petit problème, c'est que le résultat d'exploitation, il connaît quelques variabilités. Et puis, si vous avez un résultat d'exploitation qui varie un peu et que vous avez beaucoup de frais financiers, ben à ce moment-là, le résultat d'exploitation ne peut plus payer les frais financiers. L'entreprise est en défaillance. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, ben, il faudrait retirer de cet accroissement de la valeur actuelle, de l'accroissement des frais financiers, si vous voulez, des économies d'impôt sur frais financiers, il faudrait retirer le fait que quand vous augmentez la dette, vous augmentez la probabilité de défaillance. Et en augmentant la probabilité de défaillance, vous augmentez le fait que vous allez perdre de l'argent en cas de défaillance. Vous allez retirer la valeur actuelle des coûts de défaillance, des coûts de faillite, multipliés par la probabilité de faillite. Bien évidemment, alors il faut déterminer les coûts de faillite, c'est un petit peu compliqué, mais surtout la probabilité de défaillance, bien évidemment, augmente avec le niveau d'endettement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où vous allez avoir, alors vous avez VL égale VU, ensuite vous avez VL égale VU plus DT, ensuite vous avez VU plus DT, moins le fait que la probabilité de défaillance va augmenter, et à ce moment-là, les coûts de détresse financière vont avoir un impact assez significatif sur le fait que vous allez arriver à un maximum, puis une décroissance. Et alors, à ce moment-là, ils disent, quand on est en haut, à ce moment-là, c'est formidable, et on va maximiser la valeur de la firme. L'objectif, c'est quand même ça, de maximiser l'enterprise value. Donc, ça, c'est Modigliani Miller 2 bis. Puis alors après, ils ont rajouté l'impôt sur le banquier, l'impôt sur l'investisseur, et c'est devenu totalement illisible. Donc, on va plutôt s'intéresser à la notion de risque de défaillance. Parce que finalement, il y a quelque chose qui est une autre approche qui vous met en place, qui vous met en avant le risque de défaillance, c'est l'approche par le coût moyen pondéré du capital. Quand vous avez la belle formule qui est la part des capitaux propres et la part de la dette multipliée par respectivement ce qu'exige l'actionnaire et ce que coûte le banquier. Alors, vous voyez arriver ce que coûte le banquier après impôt. Là, vous avez le 1 moins T, c'est du Modigliani Miller pur sucre, c'est-à-dire c'est la déductibilité des frais financiers. Bon.
L'exigence de rentabilité de l'actionnaire, on va en parler. Vous vous rappelez, il y a le MEDAF, le CAPEM, on parle taux d'intérêt sans risque, et puis on a le bêta multiplié par. Et le bêta, lui, il va être impacté parce que précisément, quand vous avez plus de frais financiers, vous avez plus de bêta parce que vous avez plus de coûts fixes dans votre compte de résultat. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et puis, quand vous allez augmenter la dette, qu'est-ce qui se passe? Le taux d'intérêt de la dette, lui, il ne va pas être stable. Parce que plus de dette égale plus de risque de défaillance, plus de risque de défaillance égale plus de prime de risque. Donc, ça va être un peu compliqué, l'approche par le coût moyen pondéré du capital. La logique, a priori, c'est de réduire la part de la ressource chère. Alors, l'actionnaire, il exige plus que le banquier, parce que le banquier, la variabilité de son rendement, c'est juste la probabilité de défaillance, alors que l'actionnaire, c'est la sensibilité, en utilisant le modèle, c'est la sensibilité aux conditions macroéconomiques. Il suffit de regarder les marchés boursiers pour comprendre qu'être actionnaire, c'est quand même un peu plus sensible, un peu plus variable en termes de rendement qu'être banquier. Alors, logiquement, c'est ça. Vous remplacez une ressource chère par une ressource pas chère. Seulement, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le coût de la ressource pas chère, elle augmente. Si vous augmentez la dette, vous augmentez la probabilité de défaillance, le rating, la notation. Et donc, votre rating va se dégrader. Et à ce moment-là, vous allez avoir la prime de risque qui va augmenter. Donc, vous avez remplacé une ressource chère par une ressource pas chère. Mais la ressource pas chère, elle coûte plus cher. Alors, pas au début, parce qu'au début, ce n'est pas risqué, puis après, ça va augmenter, et ça va augmenter de manière exponentielle. Je vais vous faire un petit dessin tout à l'heure. Mais aussi, vous avez le coût de la ressource chère qui va être encore plus cher. Alors, vous avez un professeur de l'Université de Chicago, la Booth School of Business, qui s'appelle M. Hamada, qui a fait une très, très belle formule en disant le bêta endetté, ce n'est pas le même que le bêta en non endetté. Le bêta unleveraged, c'est le bêta de la société dans laquelle il n'y aurait pas de dette, donc c'est le bêta de l'actif, pour faire simple, c'est le bêta d'outils d'exploitation. Le bêta de la firme, c'est-à-dire le bêta des capitaux propres, c'est le bêta de l'actif multiplié par 1 plus 1 moins T dette sur capitaux propres. Et là, vous vous dites, oui, mais on a déjà vu ça, le 1 moins T dette sur capitaux propres. Ça s'appelait la formule de l'effet de levier. Vous avez un peu ça. C'est-à-dire que finalement, le bêta, c'est la corrélation entre la rentabilité, ROE, rentabilité des capitaux propres, et le marché. Vous voyez le ROE dans un premier temps, ça c'est le bêta U. Ensuite, vous voyez à niveau le ROCE, ensuite vous voyez le ROCE à nouveau, multiplié par 1 moins T, dette sur capitaux propres. Donc fondamentalement, je vous le fais en un peu rapide, mais la formule d'Hamada, c'est la traduction en termes de coefficient de risque systématique de la formule de l'effet de levier qui vous donne très, très concrètement et très mécaniquement le lien entre la rentabilité financière et la rentabilité de l'exploitation. Et la rentabilité financière exigée, c'est le bêta L, et la rentabilité de l'exploitation exigée, c'est le bêta U. Donc, vous avez une espèce de parallèle entre les deux qui est tout à fait extraordinaire. Alors, augmenter le gearing, ça veut dire quoi? Augmenter le ratio d'endettement, c'est augmenter le coût de la dette, mais c'est augmenter le coût des capitaux propres. Je vais vous faire un petit dessin. Ça, c'est un cas réel, peu importe, mais avec une tentative d'optimisation du ratio d'endettement. Et là, vous vous dites, finalement, quand on regarde le ratio d'endettement 0, 0,5, 1, 1, ça veut dire qu'il y a autant de dettes que de capitaux propres, et vous faites un petit modèle sur le taux d'intérêt de la dette. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas cher, et puis alors après, ça commence à augmenter parce que les banquiers commencent à s'inquiéter sur la probabilité de défaillance. Vous avez une espèce d'augmentation exponentielle, vous savez, triple A, double A, etc. Puis après, triple B, et vous passez en non-investment grade, en speculative grade. Et puis l'actionnaire, le bêta, il est linéairement corrélé au ratio d'endettement. Donc, si vous augmentez le ratio d'endettement, vous augmentez le cost of equity, vous augmentez l'exigence de rentabilité des actionnaires de manière parfaitement linéaire. Alors, vous avez un truc qui est de plus en plus cher, vous en avez un qui n'est pas cher au début, puis qui après devient de plus en plus cher, vous avez une moyenne pondérée entre les deux. Bien évidemment, le coût du capital, quand il n'y a pas de dette, c'est le coût des capitaux propres. Ensuite, ça descend un peu, puis ensuite, ça se stabilise, et puis après, ça remonte. Et alors, vous regardez ici quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que c'est assez plat. C'est-à-dire que là, je vous ai bien mis au niveau, alors il y a un petit feuille Excel derrière, ce n'est pas très compliqué, et vous voyez que là, je suis à peu près au minimum, et au minimum, j'ai 7,3% de coût moyen pondéré du capital. Simplement, quand vous vous promenez un petit peu autour de ce minimum, c'est relativement plat, la courbe est assez plate, et donc ça ne va pas beaucoup bouger si vous partez à droite, si vous partez à gauche. Alors, partir à droite, ce n'est pas terrible parce que vous augmentez la dette, donc vous réduisez votre flexibilité stratégique. Aller un petit peu vers la gauche, ça veut dire on réduit l'endettement, on se construit un peu de flexibilité, ça coûte combien? La réponse, c'est ça coûte pas cher. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, avec 0,4 par rapport à 0,7 de ratio d'endettement, vous avez un coût du capital qui est égal à 7,5 au lieu de 7,3.
bon, ben, c'est vrai qu'en passant de la ligne en vert à la ligne en rouge, vous avez économisé 0,2, mais vous avez perdu de la flexibilité. Donc, vous voyez que finalement, l'optimisation du coût du capital, ce n'est pas nécessairement un point absolument fondamental. Alors, quand vous voulez faire de la croissance externe, eh ben, il faut de la flexibilité, parce que le jour où vous voulez faire une acquisition, si vous êtes sous-endetté, vous allez pouvoir mobiliser de la dette. Si vous êtes endetté au milieu, là, au moment ou à l'endroit où précisément vous êtes au minimum du coût du capital, et si vous repartez sur la droite parce que vous allez faire une augmentation du capital, à ce moment-là, parce que vous allez faire une augmentation de la dette, par contre, fait du risque d'inflation sur la dette. Je vais y revenir tout à l'heure. Merci pour la question. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez traverser la frontière qui vous fait passer de investment grade à speculative grade. Et à ce moment-là, vous avez un écroulement de la liquidité de votre dette, vous avez une augmentation exponentielle du coût de la dette. C'est quand même pas tout à fait souhaitable. Donc, être un peu sous-endetté, c'est pas mal. Et donc, vous avez à ce moment-là, si vous limitez la dette, si vous posez un petit peu sur la gauche, vous allez capturer plus facilement des options de croissance quand vous voulez faire des augmentations, quand vous voulez accroître votre périmètre d'activité. Simplement, vous vous rappelez de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Si vous augmentez la dette, vous augmentez le ROE. C'est la petite formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il faut que l'effet de levier soit positif, que le ROCE soit bien supérieur au taux d'intérêt de la dette, etc. Et vous vous rappelez que le ROE, qui est une fonction du ROCE et de la structure d'endettement, ça vous amène, en multipliant par 1 moins le taux de distribution, ça vous amène à la croissance admissible. Donc, vous avez quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que, oui, mais si vous réduisez la dette, vous réduisez le ROE et la croissance admissible. Et si vous avez des idées de croissance, ce serait mieux d'avoir une croissance admissible un peu plus élevée. Alors, d'un côté, au niveau de la croissance et de la flexibilité, vous vous dites, si je sous-endette, j'ai la possibilité de faire un one-shot, un mouvement brutal en direction de la dette relativement plus élevé. Mais d'un autre côté, si j'ai des objectifs de croissance, mettre de la dette, c'est quand même quelque part mettre de la croissance admissible. Au passage, le fondateur du Boston Consulting Group disait, M. Anderson disait, il faut financer avec de la dette. Bon, parce que la dette, vous allez faire des bons investissements, ça va vous rembourser la dette, vous allez pouvoir passer au suivant, etc. Donc lui, c'était un partisan de la dette, et en disant, si vous voulez une capacité de croissance à long terme, il faut de la dette. Simplement, si vous voulez une capacité de réactivité à court terme, il vaut mieux des capitaux propres. Donc, voilà. Simplement, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du risque, et notamment de l'apparition de quelques risques extrêmes, la capacité d'endettement de la firme, c'est quand même une question. Parce que pour l'instant, on parle d'optimisation, mais il faut optimiser à l'intérieur d'une capacité d'endettement. C'est quand même un peu plus compliqué. Alors là, vous avez une théorie qui s'appelle la théorie de l'agence. Et la théorie de l'agence, c'est un complément d'observation qui dit, voilà, il y a une asymétrie d'information, c'est-à-dire que les managers, ils savent mieux ce qui se passe dans leur business décentralisé que les actionnaires, que le conseil d'administration, etc. Et donc, quelque part, il faut contrôler les managers. Alors, ça part d'un présupposé qu'il existe un conflit entre les managers et les actionnaires. C'est quand même un présupposé pas totalement agréable, c'est de dire ces gens-là, ils sont dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que le manager, il se fiche complètement de l'actionnaire. La seule chose qui l'intéresse, c'est de maximiser sa propre fonction d'utilité. Et donc, à chaque fois qu'il récupère $1 de l'actionnaire a perdu $1, le manager a gagné $1. Et comme l'objectif, c'est de maximiser pour l'actionnaire, vous voyez, vous avez à ce moment-là un conflit. Théorie du conflit, on voit bien d'où ça vient d'ailleurs. Alors, plus de dettes, ça veut dire quoi? C'est l'apport de la théorie de l'agence. C'est dire, à ce moment-là, vous avez moins de disponibilité, si vous voulez. Alors, vous avez moins de free cash flow, non pas to the firm, mais de free cash flow to the equity, c'est-à-dire après remboursement de la dette et après paiement des frais financiers. Donc, vous avez moins de marge de manœuvre. Et donc, si vous avez moins de marge de manœuvre, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec l'argent des actionnaires. Donc, la théorie de l'agence dit qu'il faut mettre de la dette, c'est une manière d'aller contrôler les managers. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle que j'ai trouvée très amusante. Et vous allez voir, un jour, je dirigeais un General Management Programme à Fontainebleau. Alors, c'était 6 périodes, et c'était par petits bouts de 2 semaines, et c'était étalé sur 2 ans. Et alors, je discute en dînant le soir avec les participants, je discute avec un directeur général de pays d'une grande entreprise, pays et business, enfin, je passe les détails. Et alors, il me dit, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main parce que j'ai plein de cash on est en octobre, j'ai plein de cash dans le compte en banque de mon business, là, c'est normal parce que j'ai fait un bon boulot, ça a très bien marché, etc. Et je suis en train de faire les budgets avec les contrôleurs financiers et il faut que je mette un chiffre pour les produits financiers quand je construis mon budget. Alors, à ton avis, comment est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, tu mets 0.
Il m'a dit, comment ça, zéro? Ben, j'ai du cash. Je lui ai dit, oui, mais si tu as du cash maintenant, tu n'en auras pas l'année prochaine. Parce que si tu dégages effectivement beaucoup plus de cash flow que ce dont tu as besoin pour réinvestir, parce qu'au début, il y a eu un gros investissement, puis maintenant, ça dégage du retour sur investissement. Tu n'imagines quand même pas que la direction de la trésorerie au niveau du groupe va te laisser t'amuser avec le cash de la maison mère. Donc, quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un jour, quand tu vas faire ton budget, on va te dire, écoute, on a une nouvelle à t'annoncer, c'est que tu vas faire un beau cadeau de Noël au groupe et on va pomper ton cash. D'ailleurs, c'est une maison qui, quand elle se développe, quand elle se déploie internationalement, met un tout petit peu de capitaux propres, le minimum légal, si j'ose dire, ensuite met un prêt d'actionnaire, un compte courant d'actionnaire, et puis voilà, donc le compte courant d'actionnaire, l'avantage, c'est qu'on le vide quand il n'y en a plus besoin. Et puis on remplace la contribution de la maison mère par le résultat net, etc. Mais à ce moment-là, on n'a plus des problèmes de frottement fiscal, de retenue à la source, tout genre de choses. Vous connaissez ça par cœur. Et donc, concrètement, je lui ai dit, tu mets zéro, parce que finalement, la trésorerie groupe va te récupérer tes sous. Et au passage, quand moi j'étais trésorier, c'était ce que je faisais. Donc, j'avais une idée assez précise de ce qui allait se passer. Tu n'en as pas besoin, on ne va pas te laisser, on va le remettre ailleurs, là où il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin pour financer la croissance et le développement économique. Il m'a dit, non, quand même, c'est pas bien, etc. Je le revois en mars suivant et il me dit, ils m'ont pris mon argent. Voilà. Alors, c'était absolument extraordinaire. Je lui ai dit, mais ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la société. Toi, tu as fait un bon boulot, bravo, bon, tu as dû avoir un bonus, un bon salaire, etc., et éventuellement une promotion, mais ce n'est pas ton argent. Et donc, vous voyez, le sentiment psychologique de cette personne, c'était, j'ai bien bossé, j'ai bien travaillé, j'ai fait un sacré boulot, j'ai gagné de l'argent, c'est mes sous, quoi. Ah mais non, ce n'est pas tes sous, c'est ma cassette, si vous voulez, on m'a volé ma cassette. Et donc, la réponse, c'est non. Donc, ça va un peu dans le sens de la théorie de l'agence, c'est-à-dire que cet argent, il n'est pas là pour que les gens fassent n'importe quoi avec, il est là pour être alloué à des projets d'investissement qui maximisent la valeur. C'est quand même quelque chose de tout à fait important. Alors, est-ce que la théorie de l'agence est une théorie positive ou une théorie normative? Est-ce que ça apporte une description ou est-ce que ça apporte une norme, c'est-à-dire une prescription? Les académiques qui travaillent sur la théorie de l'agence aiment bien dire la TPA, c'est-à-dire la théorie positive de l'agence. Ils sont très suspicieux sur la théorie normative. Alors, pour vous parler de normatif, je vais juste vous évoquer, pour moi, une des choses les plus extraordinaires en théorie financière, il s'appelle le modèle de Merton. Le modèle de Merton, c'est encore un Merton, mais Merton-Miller, c'est pas autre chose. C'est Bob Merton qui a eu le Nobel avec Scholz. C'est une journée où on parle de plein de prix Nobel. Et alors, M. Merton, il a dit, finalement, un bilan, c'est un portefeuille d'options. Donc, si vous êtes actionnaire, vous avez de l'argent investi quelque part, vous avez mis des sous, vous avez de l'argent investi quelque part dans l'outil industriel avec les banquiers. Simplement, ça, c'est le bilan de départ. Vous avez investi 300, vous avez mis 200, le banquier en a mis 100, et puis voilà, au total, on a mis 300. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on a eu raison ou on a eu tort. Alors peut-être que dans un an, on va constater qu'on a investi 300 et ça vaut 50, c'est pas génial, ou alors qu'on a investi 300 et ça vaut 400. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer au niveau de l'actionnaire? Si ça vaut 400, l'actionnaire dit « Coucou, je suis toujours là, et donc je rembourse la dette, ça fait 100, et moi j'avais investi 200 et j'ai gagné 300, et ça vaut 300, donc j'ai gagné 100. » Alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actionnaire est propriétaire ou dispose d'une option sur l'acquisition de l'outil industriel à un prix d'exercice qui s'appelle la valeur de la dette. Le prix d'exercice, il dispose d'un call sur l'actif économique avec un prix d'exercice qui s'appelle la valeur de la dette. Mais beaucoup plus intéressant, c'est, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien les options, ça s'appelle la parité put-call. Le fait de disposer d'un call sur l'actif veut dire que j'ai aussi un put sur l'actif. C'est-à-dire que comme je suis en société anonyme, la société par action a été une révolution juridique et économique absolument extraordinaire, et que ma responsabilité est limitée aux apports. Alors, il y a des contre-exemples, d'accord, mais on va supposer que c'est ça. À ce moment-là, si ça vaut 50, je ne vais pas dire au banquier, allez, j'ai un truc qui vaut 50 et je te rends les 100. Je vais dire au banquier, je suis désolé, mais c'est fini. Ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne l'actif économique au banquier en échange de l'extinction de la dette. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller vendre mon actif économique au prix de la dette, c'est-à-dire à 100. Et vous voyez que, bien évidemment, j'exerce l'option parce que ça vaut que 50, alors que le prix d'exercice est égal à 100, c'est tout à fait un put. Donc, les banquiers, en fait, quand ils apportent des créances financières, ils sont finalement vendeurs de put, puisque l'actionnaire dispose d'un put. Alors, c'est un peu théorique, mais ça a quelques applications assez pratiques.
La première application pratique, c'est que quand vous êtes dégagé un free cash flow négatif et que votre enterprise value est fondamentalement, dans les conditions économiques et financières d'aujourd'hui, inférieure à la dette, eh bien, ça ne veut pas dire que la valeur des capitaux propres va être négative. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours une valeur temps dans l'option. Et si vous prenez aujourd'hui le monde du pétrole, eh bien, vous avez des tas de sociétés qui vendent à perte et qui continuent à vendre. Et pourtant, les actions valent toujours quelque chose parce qu'il y a une probabilité de retour à meilleure fortune. C'est ça ce qu'on appelle la valeur temps de l'option. Et donc, vous voyez que le modèle de Merton vous explique pourquoi une société en perte, et en perte pour un bout de temps, peut quand même valoir quelque chose parce qu'il y a la probabilité que ça remonte, multipliée par combien on gagnerait si ça monte. Et puis, vous avez des comportements assez étonnants liés au modèle de Merton. Et c'est l'exemple de la Barings. En 2 minutes, vous avez un jour une société qui était la banque de la reine d'Angleterre et qui était au bord du gouffre. Et puis, vous aviez un gars qui s'appelait Nick Leeson, qui faisait du trading sur l'indice du Kabutocho, sur l'indice japonais. Il était basé à Singapour, il travaillait sur le Singapore Mercantile Exchange et il faisait des tas de choses qui gagnaient plein d'argent. À Londres, il ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait, mais il se disait, tant que ça marche, on est en vie. Et tant que ça marche, on est en vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Nick Leeson arrête de gagner de l'argent, eh ben, c'est fichu. Et alors, à ce moment-là, on n'a pas d'autre ressource que de lui laisser, le laisser continuer à prendre un certain nombre de risques, même si ces risques sont totalement inconsidérés. On va être absolument pas regardant sur les audits. Et quand même, il faut savoir une chose, et je vais faire très, très bref sur cette histoire, c'est que Leeson, un jour, il s'est fait auditer sur son compte d'attente 888, etc. Et il a dit, mais c'est la Deutsche Bank qui en fait, est en position, ils ne veulent pas que ce soit révélé, etc. Mais je vais vous envoyer une lettre de la Deutsche Bank qui va vous confirmer ça. Et il a pris une lettre, il a pris le logo de la Deutsche Bank, il a reconstruit une lettre complètement fictive, bien évidemment, et il l'a envoyée de son propre fax chez lui. Et donc, les auditeurs ont vu arriver une lettre de la Deutsche Bank avec en bottom et en up, en bas et en haut, l'adresse de Nick et Lisa Leeson, c'est-à-dire que ça venait de son propre télécopieur. Et ils ont laissé faire. Alors, si vous prenez un investissement, regardez, si vous êtes un investissement, je vous propose un investissement qui a une probabilité de 0,3 de gagner 200 et une probabilité de 0,7 de perdre 500. Bien évidemment, vous allez me dire non. Sauf que si aujourd'hui, vous êtes en valeur intrinsèque strictement positive, 1000, vous allez me dire non, cet investissement, il est nul parce qu'il consomme de la valeur, il détruit de la valeur. Mais si aujourd'hui, votre enterprise value est égale à la dette moins 100, s'il y a une probabilité de 0,3 que ça devienne 200, à ce moment-là, ma foi, on va s'en sortir. Donc, c'est un peu la stratégie du foutu pour foutu, on va tenter quelque chose. Et c'est comme ça que Barings est parti en l'air. Théorie du signal, l'asymétrie d'information à nouveau, mais l'asymétrie d'information entre l'entreprise et les marchés de capitaux. Très rapidement, quand vous avez de la dette et quand vous mettez de la dette dans un bilan, ça veut dire que vous êtes confiant dans votre capacité à payer les frais financiers et à rembourser la dette. Donc, la dette est un signal de confiance. Les capitaux propres et une augmentation de capital non justifiée, non comprise par les marchés, c'est un signal d'incertitude. Alors, quand vous émettez des actions et que le marché dit « mais pourquoi est-ce qu'ils ont émis des actions? Parce qu'ils ne sont pas à un niveau d'endettement élevé, etc. » À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le marché va être absolument inquiet et vous allez avoir un cours de bourse. ATT avait fait une grosse augmentation de capital. Le marché n'a pas compris, le cours de bourse s'est écrasé. Le Michelin a fait la même chose il y a 10-15 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, le marché a dit « mais pourquoi ?» Alors à ce moment-là, le signal était un signal extrêmement négatif. Alors, c'est pour ça qu'un monsieur qui s'appelle Myers a dit « ah voilà, il y a un financement hiérarchique. On commence par, quand on veut quand on veut faire des investissements, on commence par le cash, puis ensuite on va à la dette, puis ensuite on va à la dette hybride. Et c'est vraiment en dernier ressort, à cause du signal très, très négatif, qu'on va faire appel aux capitaux propres. C'est à nouveau une théorie. Alors maintenant, finalement, l'avantage des capitaux propres, c'est un peu le pendant des inconvénients de la dette. Donc, ça va être beaucoup plus rapide. Quand vous êtes en sous-endettement, vous avez la possibilité de capturer des options de croissance. Ça, c'était M. Myers, qui est d'ailleurs aussi l'auteur de la théorie du pecking order. Et il a démontré fondamentalement qu'à partir du moment où vous êtes… pardon, on va y arriver. Quand vous êtes en levier faible, vous avez la capacité de capturer des options de croissance. Alors, Myers a, dans un article il y a bien longtemps, un peu après que Black et Scholes publient leur article sur la valorisation des options, il a dit, voilà, il y a un truc qui s'appelle les options réelles, et quand je suis sous-endetté, je peux mobiliser de la dette pour aller faire des acquisitions. Mais ce qui est tout à fait intéressant,
C'est qu'il a dit qu'une entreprise qui était endettée à un niveau qui minimisait le coût moyen pondéré du capital perdait des opportunités d'investissement. Parce que pour un certain nombre de raisons qui sont liées au coût de détresse, au cas où ça a été un peu trop loin et où il y a des soucis, à ce moment-là, il y a un certain nombre d'opportunités d'investissement qui auraient été créatrices de valeur et qui ne vont pas être choisies par l'entreprise pour une raison très simple, c'est qu'il y a un petit peu la peur de partir sur la droite et à ce moment-là, ça pourrait être destructeur de valeur. Donc, en fait, en créant les options réelles, Mayer, c'est surtout parti du principe que pour pouvoir faire véritablement tous les investissements à valeur actuelle nette positive, il faut être légèrement sous-endetté. Donc, il est parti. Bon, après, toutes les options réelles ont été largement développées. Simplement, si vous décidez d'être sous-endetté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre coût du capital va être un peu plus élevé que le minimum auquel vous pourriez prétendre. Donc, il faut bien évidemment utiliser votre sous-endettement pour faire des investissements qui sont à valeur positive, pour faire des acquisitions, etc. Il faut surtout bien l'utiliser. Et là, vous avez un petit problème que je vais vous évoquer en 30 secondes. Quand vous prenez et vous observez un secteur d'activité entier, et que vous regardez que toutes les entreprises de ce secteur d'activité sont notoirement et fondamentalement sous-endettées, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Parce que vous comprenez que les analystes financiers vont dire, mais dites donc, le secteur est arrivé à maturité, la consolidation du secteur est tout à fait réalisée. Pourquoi est-ce que vous gardez ce niveau d'endettement relativement très faible? Donc, vous allez avoir une pression accrue sur les directions financières des sociétés cotées dans cette industrie-là, et ils vont avoir un moment à justifier le fait qu'ils sont sous-endettés. Et en justifiant le fait qu'ils sont sous-endettés, ils risquent de faire une bêtise en allant capturer une option de croissance et en essayant d'acheter une société à tout prix, une société qui, fondamentalement, a été payée un peu plus cher que sa valeur fondamentale. Donc, utiliser à bon escient, c'est-à-dire bien utiliser, ça, c'est fondamental. Le unknown, c'est quoi? C'est de l'incertitude totale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer et on ne peut même pas savoir quelque chose qui est absolument inconnu. Alors, ça a été attribué au responsable du département de la défense américaine, M. Rumsfeld, il y a un certain nombre d'années. En fait, c'est un concept qui a été inventé par les psychologues. À l'intérieur de ce que l'on a dans notre tête, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, donc c'est du unknown, et c'est du unknown de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas détecter ce que vous-même, vous ne savez pas de vous-même. Donc c'est un outil d'analyse psychologique, et puis c'est un outil qui est utilisé par les astrophysiciens, parce que le jour où vous lancez une fusée, il va se passer un certain nombre de choses, vous ne savez pas ce qui va se passer, et vous ne le saurez que le jour où ça va arriver, donc c'est quelque chose qui est absolument considérable en termes de risque. Eh bien, quand vous êtes aujourd'hui dans une situation un peu de unknown, c'est vrai que ce qui milite en faveur des capitaux propres, c'est le risque étant extrême et difficile à identifier, on peut dimensionner les capitaux propres de telle sorte qu'on soit on the safe side, qu'on soit dans un processus un peu sécuritaire en termes de niveaux de. Et à ce moment-là, quand il y a une crise, on le voit bien aujourd'hui, eh bien, vous avez la capacité d'attendre. Vous avez la capacité, vous avez suffisamment de cash, vous avez de la liquidité contingente, vous avez des lignes de crédit confirmées. Ça, il faut encore que la banque ne soit pas en défaillance entre-temps, mais vous avez la capacité d'attendre et puis vous avez même la capacité de saisir un certain nombre d'opportunités. En ce moment, il semblerait que le pitch de banque d'affaires soit une activité assez forte parce qu'il y a des tas de sociétés dont le cours de bourse s'est écroulé alors que ça ne devrait pas nécessairement. Je voudrais juste conclure par quelque chose qui me semble important, qui s'appelle la théorie des jeux. Alors, la théorie des jeux, ça a été formalisé par M. von Neumann et M. von Morgenstern, même si ça existe depuis des siècles, et après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'interaction stratégique des acteurs. Donc, quand vous prenez une décision, vous prenez une décision en fonction de ce que vous pensez, vous, et vous prenez une décision en fonction de ce que vous estimez être la réaction d'un certain nombre de parties prenantes tout autour de vous. Alors, après, il y a eu le dilemme du prisonnier, il y a des millions d'articles qui ont été écrits sur ce genre de choses, avec une mathématisation probablement tout à fait utile au début, mais un peu excessive après. Et regardez, je voudrais vous évoquer deux choses. Quand Lafarge a lancé tout son processus d'acquisition, on en a parlé. Ils ont acheté Blue Circle après avoir acheté Redland, etc. Et à ce moment-là, ils ont mis de la dette et donc des frais financiers à l'intérieur du compte de résultat. Quand vous mettez de la dette et que vous mettez des frais financiers, vous n'avez plus la possibilité de répondre à une attaque et une agression extérieure. Donc, là où ils se sont fait avoir, c'est quand ils ont mis Orascom en plus au sommet de la liste, avec 6 milliards d'euros de dettes supplémentaires, plus la dette d'Orascom, plus la dette qu'ils avaient avant. Et ils se sont retrouvés avec une dette absolument terrifiante. Donc, quand il y a eu un risque extrême qui est arrivé, qui s'appelait subprime,
eh bien, à ce moment-là, ils étaient en position de faiblesse. Mais ils s'étaient mis en position de faiblesse avant, en finançant les 2 acquisitions par de la dette, en mettant plein de frais financiers. Et si j'ai bien compris, Orascom est venu gratter de la part de marché du côté de chez Lafarge parce que Lafarge n'avait pas la possibilité de répondre à une guerre de prix et donc ils se sont mis en fragilité. La dette est de la fragilité. Les capitaux propres, non. Là, si vous avez beaucoup de capitaux propres, vous avez peu de dettes et à ce moment-là, vous pouvez vous battre en utilisant votre résultat d'exploitation comme arme de défense. Ensuite, je suis en train d'observer quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que des sociétés qui ont beaucoup de capitaux propres et beaucoup de cash peuvent en ce moment se retrouver les clients, les banquiers des clients et des fournisseurs. Samedi matin, avec une joie indescriptible, je suis allé chez mon coiffeur et je regardais sur l'étagère, il y avait plein de produits L'Oréal. Et je lui dis, ah ben tiens, il paraît que L'Oréal vous a dit que vous pouvez envoyer la facture, vous pouvez envoyer le règlement un peu plus tard. L'Oréal dit, vous paierez quand vous serez capable de payer un peu plus tard. Parce qu'évidemment, pendant 2 mois, ils n'ont pas fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires et qu'il faut payer la facture, c'est un peu compliqué. L'Oréal a dit, non, mais attendez, bougez pas. On ne vous fait pas payer de frais financiers, d'intérêts de retard, etc. Vous paierez quand vous pourrez. Eh bien, je peux vous dire que mon coiffeur était éperdu d'émotion. C'est-à-dire qu'il s'est dit la chose suivante, ils sont quand même sympas. Et ce n'est pas qu'ils sont sympas, c'est que la prochaine fois qu'il y aura une crise comme ça, mon coiffeur, il va se dire, ouais, en achetant les produits L'Oréal, si demain il y a un H1N1 bis ou un coronavirus ou quoi que ce soit qui fait que moi je suis obligé d'arrêter mon activité pendant 2 mois, je sais que si j'ai des produits L'Oréal sur l'étagère, au moins de ce côté-là, je n'aurai pas de problème. Il faudra que je continue à payer mon loyer, il faudra que je continue à payer des charges sociales par-ci ou par-là, mais au moins de ce côté-là, donc mon coiffeur, il ne fait pas un raisonnement émotionnel, il fait un raisonnement économique. Et le raisonnement économique, c'est que je vais privilégier un fournisseur qui est suffisamment robuste pour me laisser un peu de temps pour payer le jour où il y a un vrai souci. Donc là, on est en raisonnement économique. Et puis, vous avez M. Schelling, et je vais conclure là-dessus, qui en 2005 a eu le prix Nobel, encore un, c'était la journée des prix Nobel, sur l'efficacité de la dissuasion nucléaire. Et là, vous revenez un peu à la notion de représailles. C'est-à-dire que Schelling a dit, si quelqu'un en face de vous a un paquet de bombes atomiques disponibles, et que vous en avez un certain nombre, mais si votre agresseur potentiel sait quelle va être l'intensité des représailles, à ce moment-là, la dissuasion, ça ne fonctionne pas bien parce que l'agression va être le résultat d'un calcul économique. Mais si l'agresseur potentiel ne sait pas quelle va être l'intensité de vos représailles, à ce moment-là, il va se gratter le crâne, il va se dire non, je ne vais pas y aller parce que je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Et le je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, c'est l'efficacité de la dissuasion. Eh bien, pour moi, mais c'est quelque chose qui est un avis personnel, la quantité, la robustesse financière d'une entreprise, donc sa quantité de capitaux propres, son cash immédiatement mobilisable et son cash mobilisable de manière contingente, etc., c'est une capacité de représailles. Et à partir du moment où vous êtes dans une situation de puissance et de robustesse financière, eh bien, l'agresseur il va se dire, oui, mais je ne sais pas jusqu'où ils vont aller si je vais les embêter. Parce qu'ils ont véritablement les moyens, ils ont les munitions pour venir faire des destructions absolument épouvantables sur mon propre champ de bataille. Donc, pour moi, c'est aussi quelque chose qui milite en faveur des capitaux propres, d'une robustesse financière tout à fait considérable. Alors, conclusion, j'ai dépassé l'heure comme d'habitude, je suis vraiment désolé. La dette, quand vous regardez la dette, c'est la croissance admissible, c'est surveiller les managers, c'est profiter des économies d'impôts. Vous voyez, on est dans une logique d'optimisation. La dette, c'est un contrat qui conduit à l'optimisation, que ce soit une optimisation fiscale, une optimisation managériale, une optimisation en termes de financement de la croissance. Les capitaux propres, tout ce que je vous ai dit, c'est beaucoup plus au niveau de l'incertitude. C'est-à-dire quelqu'un qui imagine que les représailles, ou on a des capitaux propres parce qu'on ne sait pas quel est le risque extrême qui va pénaliser mon industrie demain et après-demain. Donc là, vous voyez qu'on est beaucoup plus dans capturer les options de croissance, on est dans l'incertitude et dans le flou de demain et d'après-demain. Donc vous avez la dette qui milite en faveur d'une optimisation et vous avez les capitaux propres qui militent en faveur d'une incertitude sur le futur. Alors, derrière, il faut construire une espèce d'équilibre et de cohérence entre les deux.
vous avez vu qu'il n'y avait pas une méthode, il n'y avait pas une perspective, une théorie qui était totalement holistique et englobante, qui vous permettait de dire, eh ben, vous allez mettre tel et tel et tel et tel paramètre, et en fonction de ça, eh ben, vous allez avoir le dette sur capitaux propres qui va maximiser la valeur de la firme. Donc, on est toujours dans, il faut essayer de construire un équilibre entre les deux, avoir une stratégie financière qui soit cohérente avec ses ambitions industrielles, qui soit cohérente avec l'économie industrielle dans laquelle on fonctionne, mais vous voyez qu'on est un peu dans le multicritère et un peu dans le flou, avec une difficulté, bien évidemment. C'est que l'optimisation est toujours mesurable et que l'incertitude est toujours non mesurable, puisque c'est de la probabilité subjective ex ante et qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Alors, le mot de la fin, je voudrais le donner à une personne qui était tout à fait admirable et qui, malheureusement, n'a pas eu le prix Nobel avec son petit camarade Myron Scholes parce qu'il était décédé avant, et qui s'appelait Fisher Black. Fisher Black était un type absolument extraordinaire. Quand vous regardez tout ce qu'il a écrit sur tous les sujets, c'était vraiment un chercheur absolument admirable et probablement largement le meilleur de sa génération. Et Fisher Black, il a écrit un petit article merveilleux qui s'appelle The Dividend Puzzle, qui commence par pourquoi est-ce que les entreprises finalement payent des dividendes? Parce que finalement, quand une entreprise paye un dividende, le cours de bourse diminue du montant du dividende. Ah ouais, alors on peut se poser la question de la croissance, on peut se poser la question du signal. Enfin oui, on reprend toute la liste, etc. Un peu comme l'endettement, il y a une liste de questions à se poser. Et puis les deux dernières phrases de l'article de Fisher Black, c'est à la fin du jour, at the end of the day, why ou pourquoi est-ce que les entreprises finalement payent un dividende? Et la réponse, c'est we just don't know. Et donc, M. Black, Fisher Black, qui était un être absolument remarquable financier, disait c'est bien compliqué tout ça. En fait, on ne sait pas parce qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles on ne paye pas, on n'augmente pas, etc. Il y a tellement d'incertitudes, de subjectivité, de raisonnement économique, etc., qui percolent les uns contre les autres. Il y a tellement de contradictions à l'intérieur des modèles et des perspectives que finalement, on est absolument incapable. We just don't know. Et c'est la conclusion de mon exposé qui, je le regrette, a dépassé un tout petit peu le temps initialement prévu. Alors, il y a une question. Quel est l'effet du risque de l'inflation sur la dette et l'effondrement des marchés financiers? L'effondrement des marchés financiers, en 2008, ce n'est pas de l'inflation, c'est du risque. Hein. C'est-à-dire c'est du surendettement et c'est un risque sur des actifs. Et en fait, c'est un problème de rating. Hein. C'est-à-dire que les agences de rating n'ont pas mis ce qu'il fallait comme niveau de risque aux différentes tranches de la titrisation de la dette. Et il y a du subprime qui était logiquement avec des mortgages, des prêts hypothécaires qui n'étaient pas corrélés et qui sont redevenus corrélés. Par contre, effectivement, inflation sur la dette, tout le monde dit on va sortir de… Pour l'instant, les gouvernements mettent de la dette dans tous les coins. Vous avez remarqué ça. L'unité monétaire, c'est 100 milliards de dollars, on fait pas à moins. Et à ce moment-là, 100 milliards d'euros, ça dépend où on est. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu d'inflation, vous allez voir, ça va être absolument formidable. L'inflation, qui dit inflation, dit augmentation des taux d'intérêt nominaux. Et si vous avez de la dette et que vous avez de la dette à taux fixe et que vous payez les taux d'intérêt qui montent, un petit calcul actuariel d'actualisation de coupons et de remboursement de la dette à un taux qui augmente, fait que le marché obligataire va diminuer. Donc, on n'est pas à l'abri d'une résurgence de l'inflation qui aurait un impact très, très significatif sur une crise obligataire. Et alors, comme les fonds de pension ont pas mal de dettes obligataires à l'intérieur de leur bilan, c'est un petit peu dommage pour leur capacité à les payer la pension derrière. Donc, c'est un vrai gros problème. C'est plus de la macroéconomie financière que d'optimisation de dette et capitaux propres. Mais bien évidemment, ça a un impact indirect sur le marché de la dette, sur le marché obligataire et sur votre stratégie financière. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Avez-vous d'autres questions? Sinon, nous pouvons conclure. Tout va bien? Donc, we just don't know. Je suis désolé, je ne suis pas venu avec la recette miracle et la manière d'optimiser, quelles que soient les conditions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je suis… Oui, vous aurez la totalité des supports. Comme d'habitude, tout est… je vais envoyer la présentation. Et puis, elle vous sera communiquée, bien évidemment. Et si vous avez,
comme je dis toutes les semaines, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous envoyez vos questions et puis je peux traiter les questions par mail ou sinon je peux commencer mon dernier exposé de la semaine prochaine en répondant à un certain nombre de questions si effectivement je pense que la question nécessite une réponse qui soit partagée par tout le monde. Donc, merci à vous et on va voir la semaine prochaine finalement comment la finance et l'exploitation cohabitent et co-construisent de la création de valeur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de McDonald's, je dis McDonald's, finalement, la stratégie financière a eu un impact sur le contrôle, la qualité d'exécution, l'excellence opérationnelle. On va prendre 2-3 exemples. Je suis en train de construire tout ça et on va prendre un certain nombre d'exemples et puis on va voir comment finalement, quand la finance et l'exploitation construisent ensemble, ça peut donner des résultats formidables et ce sera l'exposé de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine.